Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'annuaire QVT. Je vous laisse prendre place, vous connecter doucement. Donc, je suis Sonia Rive, la fondatrice de l'annuaire QVT, et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un webinaire sur la thématique de la parentalité, un nouvel enjeu RH. Pour ça, on a une table ronde 100% féminine avec Marine de Sande, Françoise Bonjour. Cardozo, Bonjour. Géraldine Corsia. Bonjour. Et j'ai également Laïla qui est là pour modérer le webinaire. Donc, je vous laisse prendre tout doucement place et on va entrer dans le sujet. Je vais vous exposer quelques règles sur ce webinaire-là. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre nos webinaires, les voici. Donc voilà, je vous représente de nouveau les personnes autour de cette table ronde qui prendront la parole très vite. Donc, les quelques règles de ce webinaire. Vos micros et vos vidéos sont tous coupés, chers participants, parce qu'on aurait bien aimé vous avoir tous en vidéo, mais ça fait un peu trop de personnes. Et on a besoin de garder un peu de bande passante pour assurer la bonne qualité de ce webinaire et de ces échanges. Mais par contre, on ne vous coupe pas le clapet non plus entièrement parce que vous avez la possibilité de nous parler via le chat. Il y a un chat disponible. Vous avez cette petite bulle qui s'appelle chat. N'hésitez pas à le prendre en main. Et on a justement Laïla qui est là pour ça, pour vérifier avec vous que tout est OK, que vous arrivez bien à prendre en main ce chat. Et si vous avez des remarques, des suggestions, des questions à poser pendant le webinaire, n'hésitez pas, c'est à cet endroit-là que ça se passe et Laïla se fera un plaisir de vous répondre et d'interagir avec vous à ce niveau-là. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, il y a un onglet spécifique questions. On y répondra à la fin du webinaire. On ne va pas pouvoir s'arrêter à chaque question pendant le webinaire, mais à la fin, on se garde un temps pour répondre à vos questions en direct avec toutes nos intervenantes. Si c'est OK pour vous, on y va. Je vous laisse envoyer un petit OK dans le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit OK. Allez, je joue le jeu, je vous envoie un petit OK aussi. C'est bon, on est prêt. Donc, on va plonger directement dans le bain de la parentalité, un nouvel enjeu RH. Donc, si on a mis aussi cette thématique à l'ordre du jour, c'est drôle parce que Françoise me demandait dans la série de webinaires de l'annuaire QVT, c'est que c'est une thématique forcément qui devient un peu plus importante, qui remonte sur le dossier, sur le haut de la pile des dossiers, et que les entreprises de plus en plus s'intéressent à cette question de la parentalité dans les politiques RH. Je vais essayer de débiter assez rapidement pour pouvoir laisser la place à nos intervenantes parce qu'on n'a qu'une heure ensemble et ça va très vite. Donc, Françoise, Marine et Géraldine, je vais vous laisser la parole, vous présenter gros défi en moins d'1 minute 30 chacune. Et ça permettra justement à nos participants d'en apprendre un petit peu plus sur vous avant de se plonger dans le déroulé du webinaire. C'est Françoise qui commence ? Ah bah voilà. Alors Marine, tu vois, j'allais demander. Non, je sais pas, je vois sur ta presse. Ah bah là, on est sur un 3 points, donc n'importe. Allez, Françoise, je crois qu'elle a la parole. Je vais donner là. J'ai été désignée volontaire. Donc Françoise Cardozo, donc je travaille chez Danone. Ah zut. Ah bon, on a perdu. Alors c'est pas grave. Je prends le bâton de parole. Bonjour à tous. Alors, je suis Marine de Sande. Je suis la cofondatrice de Les Parents Zen, que vous connaissez peut-être sous le nom Ma Place en Crèche, parce qu'après 12 ans d'existence, on vient de changer de nom jeudi dernier. Et alors, qu'est-ce que c'est Les Parents Zen? On est l'expert de l'accompagnement de la parentalité en entreprise. Donc, on co-construit avec les entreprises leur politique de parentalité pour que ça corresponde au mieux à leur entreprise et aux besoins de tous leurs collaborateurs.
Donc, on a des services pour accompagner les parents dès la grossesse jusqu'à accompagner des salariés qui sont des salariés aidants et en passant par les adolescents qui ont des problèmes d'orientation scolaire. Voilà. Ouais. Wow, super, tu as tenu le challenge, Marine. Et en plus de ça, il y en avait des choses à dire. Donc, les as de la parentalité, je dirais, hein, au sens large. On n'a toujours pas retrouvé Françoise, donc je vais te laisser la parole, Géraldine. Oui, avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et tous. Déjà aussi, merci beaucoup, Sonia, pour l'invitation et pour l'accueil. Moi, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, c'est Géraldine Corsia, je suis coach certifiée et consultante en parentalité en entreprise. Je suis passionnée depuis toujours par les questions de qualité de vie au travail et on va dire que quels que soient les postes que j'ai pu occuper au sein de diverses organisations, j'ai toujours eu à cœur d'être actrice et moteur sur ces sujets et notamment sur celui de la parentalité et de la conciliation des vies. Sujets qui, selon moi, sont devenus assez incontournables. Tu l'as dit tout à l'heure, Sonia. Aujourd'hui, je suis coach certifiée, spécialisée dans l'accompagnement lié aux questions de parentalité et carrière ou parentalité et d'équilibre des vies. Je suis également consultante sur ces sujets auprès des entreprises. Et puis, je suis représentante du label Family Friendly Company, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais juste en 2 mots pour vous expliquer ce qu'est le label, j'y reviendrai un peu plus en détail après. Le label, alors, il a été créé et porté par l'association d'intérêt général Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Et voilà, il a pour vocation de reconnaître toutes les mesures mises en place au sein des organisations en faveur de la parentalité en entreprise et de la conciliation des vies. Et ça, bien sûr, au bénéfice des parents salariés, de leur famille et aussi, bien entendu, de la performance des entreprises. Merci Géraldine. Et je vois qu'on a retrouvé Françoise. Mais oui, c'est désolée. La connexion a sauté, je ne sais pas pourquoi. Donc, espérons que ça tienne jusqu'au bout comme ça. On t'a retrouvé et puis tu vois, ça nous permet de finir la boucle des présentations. Donc, je te laisse la parole pour te présenter, Françoise. Merci. Donc Françoise Cardozo, je travaille chez Danone. Je travaille sur les enjeux de santé, notamment la santé maternelle, le soutien à l'allaitement. Les questions de parentalité, évidemment, font aussi partie intégrante de mes préoccupations et notamment vis-à-vis de mes collègues, donc les collaborateurs. Et du coup, j'ai contribué à définir la politique parentalité du groupe Danone et son implémentation dans plus de 53 pays. On en parlera, j'imagine, un peu plus tard. D'un point de vue personnel, je suis une maman, j'ai 4 enfants et j'ai dû faire face aussi aux enjeux de la parentalité en entreprise. Donc, j'ai une expérience, on va dire, aussi dans le domaine en tant que collaboratrice moi-même. Voilà. Merci Françoise. Et c'était justement une de mes questions pour rentrer dans le sujet. Est-ce que vous êtes vous-même parent? Donc, Françoise a 4 enfants, Géraldine 2 enfants. D'accord. Et Marine 3. Plus 1 avec les parents zen. Oui, et je vais bientôt avoir une 4e fille à la maison pendant 6 mois, parce que j'ai ma fille qui rentre en 5e, qui fait un échange avec une petite Espagnole. Donc, on va avoir une petite Patricia qui va être là de début septembre à mars, et après ma fille ira en Espagne pendant 6 mois. Wow. Génial. Alors ça, c'est encore une autre expérience et d'échanges justement de culture aussi. Super intéressant. Et du coup, je vais devoir... Oui. Voilà. Et du coup, je vais devoir mettre un petit peu ma façon de travailler entre parenthèses, puisque je vais devoir être à la sortie de l'école, à la maison, parce que le deal, c'est de parler français tout le temps, et puis surtout de donner beaucoup d'attention à cette petite fille. Ouais, qui est encore jeune aussi, finalement. Waouh, sacré challenge. Merci pour ce partage, Marine. Bon, d'ailleurs, quand on parle parentalité, de quoi parle-t-on vraiment? De parentalité en entreprise, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse. Pour situer le sujet, qu'est-ce que la parentalité en entreprise? Marine, en étant cofondatrice des Parents Zen et justement, moi je les qualifie comme les as de la parentalité. C'est sympa. Les experts, depuis 12 ans. Eh bien, la définition de la parentalité en entreprise, c'est vraiment l'ensemble des façons d'être
et de vivre le fait d'être parent. Et ce qu'on sait, on a des chiffres de l'Observatoire de la parentalité qui disent que en moyenne, 89% des salariés ont des responsabilités familiales. Donc finalement, ça concerne beaucoup de salariés, ça concerne toutes les entreprises, et puis ça concerne toutes les tailles d'entreprises. Et il y a le gouvernement qui a déjà initié pas mal de choses. En 2018, il y a eu la loi Pacte, et le gouvernement a demandé aux entreprises de s'engager à prendre des mesures pour aider la parentalité en entreprise. Et notamment, est écrit noir sur blanc dans cette loi Pacte qu'il faut favoriser l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà, pour que donc les parents de jeunes enfants puissent continuer à travailler. Voilà, il n'y a pas écrit travailler sereinement, c'était vraiment écrit travailler tout court. D'accord. Et ce que je peux dire aussi, donc on a réalisé une enquête dernièrement auprès de DRH pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient en matière de parentalité en entreprise, et 80% des répondants ont dit qu'ils menaient des choses, enfin qu'ils faisaient des actions pour aider à la parentalité. Alors mon analyse, c'est de dire, quand on creusait, en fait, il disait que c'était surtout avoir une mutuelle ouverte, enfin bénéfique pour toute la famille, avoir du télétravail, avoir des horaires flexibles. Donc pour moi, c'est un peu le strict minimum. Ça permet pas vraiment aux entreprises de différencier des autres. Et voilà, les entreprises qui, elles, sortent leur épingle du jeu et arrivent à utiliser finalement aussi ce qui peut être un véritable outil RH pour se distinguer des autres entreprises, c'est les entreprises qui notamment mettent en place un accompagnement des jeunes parents grâce notamment à la réservation de places en crèche. Et après, il y a toutes sortes d'actions différentes qu'ils font bien chez Danone aussi, des conférences, des webinars, des ateliers. Enfin, il y a de multiples choses qu'on peut faire pour accompagner les parents, et c'est ce qu'on fait avec les parents zen. Voilà, avoir du contenu aussi à disposition des DRH et des parents avec vraiment une plateforme, et avec toutes sortes de contenus d'experts qui peuvent être classés par tranche d'âge. Ça, c'est aussi une vraie aide. Oui, voilà. On parlera justement un peu plus des outils justement qui permettent d'aider à la parentalité en entreprise. Et j'aimerais plutôt, voilà, maintenant qu'on sait un petit peu de quoi on parle en termes de parentalité en entreprise, je vois que oui, beaucoup d'entreprises peuvent dire on fait des choses, mais bon, c'est à quel niveau finalement, à quelle démarche on fait ça. Tu as nommé Danone justement, Marine, comme une entreprise qui fait pas mal de choses et qui va un peu plus loin que juste la flexibilité des horaires. Françoise, justement, comment ça se traduit sur le terrain vraiment concrètement? Qu'est-ce que vous faites chez Danone? Alors, c'est peut-être l'entreprise exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas, vous faites pas mal de choses. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui. En fait, déjà, on a commencé par définir un cadre qui était la politique parentalité globale. Ça, c'est important parce que ça vraiment, ça définit les fondamentaux. Et ensuite, cette politique, elle est déclinée pays par pays en fonction de la législation, de la culture du pays, mais aussi de l'attente des collaborateurs. Et donc, c'est pas une politique voilà, qui va s'appliquer au global. Elle est spécifique au pays. Donc, dans cette politique, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a on va dire, 3 grandes phases. La période qu'on appelle la période prénatale, ensuite la période du congé, maternité, paternité. Enfin, nous, on appelle premier parent, second parent. On n'a pas elle est neutre en genre, cette politique. Et ensuite, il y a la période postnatale. Et donc, concrètement, en fait, par exemple, en période prénatale, on va accompagner les futurs parents pour préparer la venue de leur enfant. Donc, on va par exemple former sur les 1000 premiers jours. Pourquoi c'est important, cette période de la vie des nouveau-nés est importante. Évidemment, il va y avoir tout ce qui est, on va dire, ce que disait Marine, un peu
le basique, hein, les jours de congé spécifiques, la flexibilité du temps de travail, les modes de travail comme le télétravail, mais on accorde aussi beaucoup d'importance à l'aspect un peu humain, c'est-à-dire comment on va concrètement accompagner ses parents de façon plus humaine, avec des réseaux de parents aussi, voilà, qui peuvent s'échanger des bonnes pratiques, etc. Les parents reçoivent aussi un guide d'information et d'accompagnement avec voilà, ce à quoi ils ont droit, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations, qui contacter, etc. Donc ça, c'est aussi extrêmement concret. Ensuite, pendant la période de congé, si les collaborateurs l'acceptent, on peut rester en contact avec eux. Et par exemple, on a un réseau qu'on a appelé les Mama Mentors, en fait, qui vont aider les mamans qui veulent allaiter, par exemple, parce qu'on sait que les premiers jours peuvent être assez décisifs dans la continuité de l'allaitement. Et donc, voilà, on a cette expertise aussi pour pouvoir faire on va dire, du conseil à celles, évidemment, qui le souhaitent. Et puis, le retour de congé, on a un vrai accueil, en fait, des parents. Donc, il y a la reprise du travail qui peut être progressive, par exemple. Elles peuvent aussi continuer à allaiter. On a aujourd'hui mis en place plus de 106 salles d'allaitement dans le monde pour que les femmes puissent continuer à allaiter et tirer leur lait. Et puis après, voilà, on fait des déjeuners parents. Donc, les papas sont évidemment aussi bienvenus pour voilà, échanger des bonnes pratiques et puis passer un peu le relais aussi. De bénéficier de l'expérience des autres et les collègues sont un peu vus comme des pairs et donc ça marche vraiment très très bien. D'accord. Et justement, tu as cette expérience interculturelle. Est-ce que c'est quel a été l'élément déclencheur justement pour lancer ces démarches-là chez Danone? Est-ce que ça vient de France ou ça a été initié par d'autres pays avant? Ça, c'est une super question. Alors, en fait, ça vient de notre CEO, Emmanuel Faber, notre précédent CEO, puisque, comme vous savez, il n'est plus CEO de Danone, qui était extrêmement sensible à ces sujets-là, extrêmement sensible, en fait, de façon générale aux questions de la diversité et de l'inclusion. Et être parent, pour lui, c'est pas une barrière, c'est pas un handicap. Mais c'est une situation qui est différente en fait des autres. Et en fait, il s'est engagé auprès des Nations Unies à faire en sorte en fait que les parents chez Danone soient pleinement accompagnés, donc les 100 000 collaborateurs. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Donc, il a déclaré cette intention. Et évidemment, nous, on s'est emparé du sujet et tout de suite, on a décliné ça en une politique, des actions, etc., etc. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment initié par la direction et c'est en ça qu'on voit que voilà, ces démarches-là doivent être vraiment portées par la direction puis pour que ça puisse ruisseler après. Oui, puis il faut y croire. C'est pas juste, il faut le faire en fait pour cocher une case. Il faut vraiment y croire. Voilà. Voilà, il faut le porter dans ses tripes. C'est ça, exactement ça. Et j'imagine que du coup, toutes ces démarches mises en place, tu as vraiment parlé d'une politique, là, hein, vraiment cadrée, suivie. Elles doivent être évaluées, ces démarches-là, suivies. Oui, tout à fait. Du coup, l'objectif, c'est de mesurer l'impact en fait que tout ce qu'on fait va avoir, à la fois l'impact sur les collaborateurs, évidemment, mais aussi sur leur famille, parce que l'objectif aussi, c'est de prendre soin de sa famille, de ses enfants. Et donc, effectivement, là, il y a un travail un peu fastidieux qui est de s'assurer qu'on remonte bien toutes les informations. On met en place des indicateurs pour dire, voilà, à minima, voilà ce qu'il faut avoir, voilà ce qu'on recommande. Et voilà ce qui serait le top. Donc, il y a des pays voilà, qui s'investissent encore plus que d'autres. Je pense à l'Italie, par exemple, qui fait vraiment du plaidoyer auprès du gouvernement et qui change, on va dire, aussi la législation. Parce qu'on a une DRH là-bas qui est encore plus activiste, on va dire, sur le sujet. Mais d'autres pays, en Indonésie, ils sont aussi très actifs. Aux États-Unis, là où le congé maternité, il n'est pas du tout couvert. Enfin, voilà, nous, quand on offre
plus de 18 semaines, forcément, ça fait la différence dans un pays où la loi ne l'autorise pas. Donc voilà, mais tout ça, on remonte effectivement pour pouvoir le mesurer et puis dans une idée de constamment progresser en fait et de toujours faire mieux en fait. Voilà. Super, c'est hyper intéressant de voir aussi qu'il peut y avoir un échange entre pays. Et donc, j'avance un petit peu dans le déroulé et on parlait de démarches d'évaluation, justement, de suivi. Et on a pour ça un label qui a été créé, c'est le label Family Friendly Company, dont est représentante Géraldine. Et ça m'intéresse justement qu'on partage avec nos participants en quoi c'est justement important de pouvoir évaluer et en quoi ce label-là que tu représentes permet d'évaluer les démarches de parentalité. Oui, effectivement, comme disait Françoise, c'est important d'évaluer et de suivre là où on en est pour être ensuite la plus performante possible sur ces sujets-là, en tout cas, et puis de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Pour moi, en tout cas, pour bien évaluer une démarche de parentalité, il faut nécessairement, on va dire, passer par 2 grandes étapes. La première, ça va être d'aller recenser le plus méthodiquement possible tout ce qui a été mis en place au sein de son entreprise. Et la deuxième, ça va être de confronter l'ensemble de ces mesures en allant sonder le ressenti et le vécu des collaborateurs, en faisant, par exemple, pourquoi pas, des enquêtes de satisfaction ou en allant questionner lors des entretiens annuels. Mais c'est hyper important de faire ça parce que si au sein de votre entreprise, vous avez mis en place un tas de mesures, mais que les collaborateurs, ils n'en ont pas connaissance ou qu'ils ne ressentent pas leur application, vous avez fait vraisemblablement beaucoup d'efforts pour de moindres effets. Voilà. Donc, c'est par ces 2 leviers-là qu'il faut, à mon avis, passer pour évaluer précisément là où en est son entreprise dans le déploiement de sa politique de parentalité. En tout cas, c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne avec le label Family Friendly Company, puisqu'on va réaliser ensemble, avec l'entreprise, d'abord un audit employeur vraiment complet qui compte une centaine de questions quand même. Et puis ensuite, un sondage auprès des collaborateurs qui lui aussi est assez poussé. Et du coup, ça va nous permettre de venir croiser et analyser toutes ces données autour d'un certain nombre d'axes majeurs qu'on a identifiés. Je fais une parenthèse, c'est vraiment important quand on cherche à évaluer sa démarche parentalité, d'essayer de couvrir, on va dire, méthodiquement l'ensemble des champs d'action possibles pour avoir une évaluation la plus juste et précise possible. Nous, par exemple, on a organisé nos questionnements et notre analyse autour d'un certain nombre de leviers qu'on a identifiés à l'aide de notre comité d'experts qui nous accompagne, entre autres, pour garantir le sérieux de notre démarche. Comité d'experts dont fait d'ailleurs partie Marine avec les parents zen, dont fait aussi partie Great Place to Work, B Corp et d'autres labels, d'ailleurs parentalité internationaux. Et donc, pour vous donner quelques exemples concrets là, de ces leviers auxquels nous, on va travailler, il y a par exemple tout ce qui va être lié à la culture managériale, rapporté à la parentalité bien sûr, tout ce qui va être lié à la politique des congés, les services aux collaborateurs, ou encore, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est flexibilité ou organisation du travail. D'accord. Et donc, du coup, à partir de là, nous, en fin de processus de labellisation, on va remettre à l'entreprise un rapport, déjà qui annonce si oui ou non elle a obtenu le label, et qui va être comme une photo à un moment T, de là où en est l'entreprise, et qui va lui permettre d'évaluer son approche et de prendre clairement conscience à la fois de ses axes forts, mais aussi de ses axes d'amélioration. D'ailleurs, nous, dans ce rapport, on émet justement un certain nombre de recommandations, ce qui est très apprécié des entreprises, parce que ça permet de savoir avec précision là où il faut aller investir ses efforts si on a envie de s'inscrire de manière, j'ai envie de dire, ciblée et efficace dans une démarche d'amélioration continue sur ces questions. Ouais. Donc, c'est un label justement qui permet de certifier que l'entreprise est engagée dans cette démarche de parentalité. Oui. On parle quand même beaucoup de marque employeur. Est-ce que ça aide, ça justement, j'ai la réponse, ça va aider à asseoir cette fameuse marque employeur. Et là, je vais me tourner vers Françoise, parce que je sais que Danone a été labellisée Family Friendly Company.
est-ce que chez Danone, c'est utilisé plutôt comme marque employeur ou c'est vraiment un levier pour la politique RH? Est-ce que ça nous permet de retenir des talents, de recruter? En quoi, justement, cette politique de parentalité est utilisée comme un levier de performance RH? Alors, donc le label, effectivement, nous, on a fait partie des pilotes. Et en fait, c'est exactement ce que dit Géraldine, c'est-à-dire que les recommandations qui ont été remontées et qui viennent, je le dis, beaucoup des collaborateurs, ça c'est hyper important, ça vient du terrain, ont été intégrées dans la feuille de route diversité inclusive, en fait, en France. C'est-à-dire que voilà, les actions sont intégrées dans la stratégie, en fait, autour de la diversité et de l'inclusion en fonction de ce rapport. Donc, c'est hyper concret. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel on a communiqué ou on a fait quelque chose de spécifique. Ça nous sert vraiment, nous, en fait, à progresser. Et après, en fait, au-delà de ce label, effectivement, nous, on est en vraiment constante volonté, en fait, de mesurer l'impact. Je le redis, pour moi, c'est clé parce que tout ce qu'on mettra en place, s'il n'y a pas d'impact derrière, en fait, ça servira pas à grand-chose. Et quand on devient parent, on sait que voilà, c'est un moment assez particulier, que ce soit le premier enfant ou les autres. Je pense qu'on se découvre aussi des aptitudes, ou alors on renforce certaines aptitudes de façon inconsciente, comme je sais pas, on est plus ponctuel, on priorise davantage, on est plus rigoureux. Et toutes ces qualités-là, en fait, elles sont essentielles en fait en tant que parent, mais en tant que collaborateur aussi. Et du coup, nous, en fait, on les valorise énormément. Et d'ailleurs, suite à une enquête interne, on a vu que 35% des parents, par exemple, déléguaient davantage leur travail. On a vu qu'il y avait 22% qui prenaient davantage de décisions, en fait, donc qui priorisaient et qui avançaient davantage. Il y en a 15% qui ont une vision plus stratégique, en fait. Donc, du coup, ça fait des vraies forces, en fait, au travail, des vraies compétences, en fait, qu'on valorise. Et puis voilà, et on a effectivement, d'un point de vue RH, hein, si on se place plus d'un point de vue RH, 100% en fait des mamans, elles reviennent après leur congé. Ah ouais, 100%. Ouais, 100% des mamans qui reviennent. Dans certains pays, on a même une augmentation du taux de naissance. On est passé de 3 à 7% en Italie. On sait qu'en Italie, il y a eu un gros problème de naissance. Nous, en 2 ans, on est passé de 3 à 7% chez nous. Évidemment, le taux d'absentéisme qui diminue. De 5,4%, on est passé à 0,7%. Et puis, un sujet hyper important qui est, en tout cas pour moi, mais aussi pour Danone, c'est que 85% des mamans qui allaitaient continuent à allaiter, en fait, à la reprise du travail. Donc ça, pour nous, c'est des vrais… et évidemment, l'allaitement, c'est plus une question de santé, mais c'est aussi une question de performance parce qu'on est libéré aussi dans sa tête, on a ce lien qui continue avec son enfant, on peut être présent, enfin voilà, donc tout ça est lié, en fait. Donc, voilà un peu les résultats chez nous, en tout cas, qui se sont… Ouais, donc c'est vraiment un axe très, très important pour les politiques RH, pour la consolidation des équipes et bravo, en tout cas, pour ces chiffres-là. Après, bon, moi, je vais prendre aussi cette double casquette où je me dis, bon, bah, c'est vrai, Danone a les moyens, le budget quand même à mettre dans cette politique-là. Et puis, c'est vraiment porté par la direction. Il y a d'autres gros groupes qui ont des moyens et qui ne le font pas, ou pas autant, en tout cas. Des entreprises comme des PME ou des grands groupes moins importants que Danone, est-ce qu'elles peuvent aussi se lancer dans ces démarches-là? Et là, je vais me tourner aussi vers Marine parce que justement, avec les parents zen, vous avez un panel de clients quand même différents, vous travaillez avec pas mal d'entreprises. Est-ce que des petites entreprises ou des entreprises qui se lancent peuvent faire quand même des choses? Moi, là, je vais m'orienter orienter un peu plus ma question sur l'entreprise de demain. J'aimerais me projeter un petit peu dans le futur et me dire, bah, c'est vrai, toutes les entreprises devraient plonger dans cette démarche de parentalité.
Est-ce que c'est vraiment à considérer pour les entreprises du futur? Oui, bien sûr. Après, comme disait Françoise, ce qui est important aussi pour, l'accompagnement de parentalité, c'est l'humain et je pense que c'est beaucoup aussi, voilà, aux managers, d'avoir des formations, d'être bienveillants vis-à-vis des parents ou des futurs parents. Donc et ça, c'est aussi pour des TPE, enfin, c'est pas réservé aux grandes boîtes. Donc en ça, il y a pas de distinction. Et nous, dans les clients des parents zen, évidemment, on accompagne des groupes du CAC 40, mais on a énormément d'entreprises qui ont entre 50 et 500 salariés et même des toutes petites entreprises qui font appel à nous déjà pour réserver des places en crèche parce que la parentalité, on a dit, ça commence au moment de la grossesse et le retour de congé maternité, c'est des moments clés où les entreprises ont leur rôle à jouer et puis où elles marquent des points aussi pour fidéliser le collaborateur et pour le permettre de revenir engagé dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important et donc les places en crèche, ça aide évidemment les nouveaux parents et qui ont des jeunes enfants. Donc c'est essentiel à notre sens, de commencer par là et après évidemment, tous les parents, quel que soit, l'âge de leurs enfants, ont des problématiques et donc c'est important d'avoir différents services, pour pouvoir, tous les aider et ne pas répondre du coup à une petite part de sa population de salariés. Ouais, on est vraiment dans une tendance qui au plus global me fait penser, moi, à cette tendance à la qualité de vie au travail, de considérer tous les salariés à un niveau vraiment individuel et leur proposer justement des services, des aides pour les accompagner au-delà de leur au-delà de leur poste de travail, à leur vie, à leur équilibre de vie au niveau plus global. Et l'entreprise de demain va dans cette direction-là, avec toute cette... on parle beaucoup de cette vague de grandes démissions, de secteurs d'activité qui ont beaucoup de mal à recruter, à retenir les talents. C'est vraiment une démarche à mettre en place pour pouvoir justement favoriser les politiques RH. Et c'est des outils très... Pardon. Oui. Non, si je peux me permettre, je travaille aussi avec des entreprises qui me contactent pour les aider, des petites, des grandes, des moyennes. Et pour moi, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté, parce qu'avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Évidemment, nous, quand on a les moyens, effectivement, on va investir, on va pouvoir faire des salles d'allaitement. Donc là, c'est un budget. Mais quand on n'en a pas, on peut quand même faire. Et c'est de la bienveillance. Ça peut être du collectif d'entreprise aussi, parce que voilà, on peut conjointement, peut-être à plusieurs, faire quelque chose. Donc, je pense que les moyens, c'est pas un frein, vraiment. C'est vraiment la volonté. Est-ce que justement, vous avez des exemples d'outils à mettre en place pour pas grand-chose, pour 0 €? Oui. Par exemple, en termes de parentalité, écrire un guide de la parentalité, ça coûte rien. Avec recenser tout ce qu'on peut avoir mis en place, ça coûte vraiment pas grand-chose et c'est une façon d'informer. Formaliser le process de départ ou de retour d'un congé premier ou second parent, c'est pareil, ça coûte pas grand-chose. Un autre exemple, ça peut être instaurer une politique de réunion adaptée à la vie et aux contraintes des parents. Donc, ça veut dire ni trop tôt, ni trop tard, éviter le mercredi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Ça, il n'y a pas de problème sans avoir trop de moyens. Oui, tout à fait. Oui, et puis ne pas considérer le congé comme une absence. Le congé peut être vu comme une opportunité pour d'autres collaborateurs d'essayer, de venir pendant un moment, de former des nouveaux. Et puis, le collaborateur pourra... éventuellement faire aussi autre chose. Donc, c'est des opportunités de carrière, en fait, aussi. Pas vraiment des absences, en fait. Et un congé, ça se prépare, en fait. Donc, du coup, on n'est pas absent du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi se transmettre. Donc, en termes de compétences, moi, je trouve ça super aussi. Et puis après, évidemment, tout ce qui a un coût, quand on parle de place en crèche, quand on parle de choses comme ça, là, après, c'est l'entreprise
évidemment qui négocient, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Je parlais des salles d'allaitement tout à l'heure. Là, il y a une petite entreprise qui me dit, nous, on est 50, on n'a pas d'endroit pour en faire. Je dis, mais par contre, dans leur immeuble, ils sont 6 entreprises. Donc, on va faire quelque chose en commun, un lieu dédié pour toutes. Donc, du coup, finalement, ça va pouvoir se faire. Il suffit d'être un peu il y a toujours une solution. Et d'ouvrir un petit peu à autre avoir chose. Un congélateur. L'exemplarité aussi de la direction des managers, ça c'est quelque chose qui coûte rien et qui peut aider et communiquer là-dessus, voilà, pour que les collaborateurs, même si c'est une petite entreprise, puissent aussi facilement s'emparer du sujet, quoi. Ouais. Mais justement, là, on est parti sur le sujet des différents types d'entreprises en fait qui peuvent faire des choses. On n'est pas obligé de s'appeler Danone pour pouvoir se lancer dans des démarches de parentalité. Au niveau du label Family Friendly Company, excuse-moi, on a des types d'entreprises qui se lancent plus que d'autres ou des secteurs d'activité qui se lancent plus dans le label que d'autres. Je suis intriguée de savoir. Ouais. Non, pas spécialement. On va avoir vraiment toutes les tailles d'entreprise et puis tous les secteurs possibles. J'ai envie de dire que sont concernés par la labellisation, voilà, toutes les entreprises qui s'engagent juste pour améliorer la qualité de vie en entreprise de leurs salariés par an. Toutes celles qui ont envie d'apporter un plus à leurs collaborateurs et qui ont envie, on en parlait, de s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue sur ces sujets. Après, c'est vrai qu'on a principalement 2 profils d'entreprises, nous, qui se labellisent. Il y a celles qui ont déjà, on va dire, amorcé quand même leur réflexion sur ces sujets et mis en place des mesures. Et puis, il y a aussi celles qui vont être très avancées sur ces sujets, comme par exemple Danone. Mais en fait, pour s'engager dans la démarche d'amélioration, ce qu'il faut avoir fait, c'est amorcer des choses, mais ce n'est pas nécessaire d'être déjà extrêmement avancé sur tous les leviers. Parce qu'on va vraiment aller valoriser et reconnaître, nous, avant tout, l'engagement et la volonté de bien faire par la mise en place de ces mesures concrètes. Et d'ailleurs, on octroie le label, nous, en fonction de 3 niveaux, N1, N2, N3. N1, ça va être quand l'entreprise elle a amorcé des choses, qu'elle est en route. Et puis N3, comme Danone, c'est quand elle est assez exemplaire sur ces sujets. D'accord. Ouais. Quels sont les éléments déclencheurs des entreprises qui viennent vous voir pour être labellisées? C'est assez intéressant de connaître l'élément déclencheur dans une entreprise pour se lancer sur la parentalité. En fait, c'est souvent des entreprises qui ont envie, comme je disais tout à l'heure, de faire un état des lieux déjà de ce qui a été mis en place, d'aller aussi voir comment est-ce que c'est perçu du côté de leurs collaborateurs, parce que je disais, il y a vraiment un questionnaire assez poussé. Et puis qui ont envie d'avoir cette analyse croisée derrière. Et l'élément déclencheur, alors après, les motivations peuvent être différentes. Certains, c'est parce que justement, ils auront envie de travailler leur marque employeur, d'attirer ou de retenir les talents, parce que c'est un sujet ça aujourd'hui. Il y en a d'autres pour qui ça va être d'aller travailler le sujet de l'égalité homme-femme aussi. C'est ça qu'il y a derrière aussi, le sujet de la parentalité en entreprise. Il y en a encore, ça va être pour enrichir leur politique RSE. Ou améliorer leur démarche de qualité de vie au travail. Donc voilà, il va y avoir en fait des déclencheurs quand même assez différents selon les uns ou les autres. Mais encore une fois, toutes les entreprises sont les bienvenues parce qu'elles sont toutes concernées en fait par le sujet de la parentalité en entreprise. Ouais, merci. Et nous, on en parle. J'allais demander justement, Marine, du côté des parents zen, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont plus tendance à se lancer que d'autres? En tout cas, le label est assez récent, donc, mais on en fait, on en parle, tous nos commerciaux et toutes les personnes au contact des entreprises, des DRH, parlent du label. Alors nous, c'est vrai qu'on avait déjà créé un label, cofondé un label avec une entreprise qui s'appelle Choose My Company, le label Parents at Work. Donc on y croit évidemment à ce fait de demander aux salariés de dire de mesurer ce qui est fait dans l'entreprise, parce que c'est évidemment comme ça qu'on peut vraiment évaluer. C'est pas si c'est les managers qui disent oui, moi je fais ci, je fais ça, donc je suis labellisé. Évidemment, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment les salariés qui doivent dire comment ils perçoivent les choses qui sont faites, et c'est comme ça qu'on peut s'apercevoir que en effet il y a plein de choses qui sont faites dans une entreprise
mais soit les salariés sont pas du tout au courant, soit c'est pas assez valorisé. Et du coup, en fait, c'est des choses qui ont, enfin, de l'investissement ou de l'énergie en tout cas, pour finalement pas grand-chose. Donc, ça demande aussi une belle com interne de pouvoir en parler et que l'information soit quand même assez diffusée pour que tous les parents de l'entreprise soient au courant. Et nous, c'est vrai que quand on sonde au sein du label, on se rend compte que parfois, c'est ça qui pêche un peu. C'est le niveau de communication. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper important, la communication. Voilà. Bah, la communication, on est tous complètement submergés par tous les canaux de communication, donc c'est compliqué d'avoir l'attention des parents, enfin des salariés. Et quand on sait, Marine, le chiffre que tu as donné au début du webinaire, 89%, c'est ça, 89% des actifs sont concernés par... des salariés ont une responsabilité familiale. Familiale. C'est que finalement, une communication, même très large communication, touche forcément des personnes concernées par la parentalité. Et même les gens qui ne sont pas parents, pas encore parents ou qui ont vraiment des très grands enfants, ils sont impactés parce qu'ils ont forcément des collègues avec qui ils travaillent en équipe. Et donc, s'il y a un collègue qui a une absence ou qui a une problématique à gérer, eux vont être impactés directement, n'est-ce pas, Françoise? Absolument, oui. Donc, ça concerne tout le monde finalement. Ça concerne tout le monde, oui, tout à fait. Oui, il suffit qu'il y ait une absence, d'un collègue parce que, un collègue n'est pas à même de venir sur son poste de travail parce que son enfant est malade. Bon, forcément, l'équipe va être impactée, même s'il n'y a pas que des parents à côté. Et bien sûr. Et donc, pour ouvrir un petit peu sur ce qui va se passer après, Françoise, chez Danone, on peut aller encore plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Oui, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Je pense que, alors nous, on communique effectivement en interne, pas vraiment en externe. C'est pas quelque chose sur lequel on va s'appuyer. Alors on commence maintenant parce que voilà, on a aussi envie d'être reconnu pour ce qu'on fait. Oui, on peut aller toujours plus loin, notamment quand ça s'inscrit dans le cadre diversité et inclusion, parce que c'est quand même très large. Et voilà, on est parents et on a aussi soi-même des parents. Donc ça, c'est un sujet aussi très important parce qu'on est aussi aidant, cette génération un peu sandwich. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a envie aussi de creuser davantage, parce que voilà, on s'occupe de nos jeunes enfants, on s'occupe de nos parents vieillissants. Et donc là-dessus, c'est important aussi de concilier cette phase de vie. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a vraiment envie d'aller aussi. Et puis, oui, sur la parentalité en elle-même, ce qu'on a réussi quand même, c'est pas un sujet tabou en fait chez nous. C'est-à-dire que personne n'a peur de dire que son fils est malade ou qu'il doit emmener son enfant quelque part ou voilà, que ce soit un homme ou une femme en fait, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment une espèce de norme en fait. Et voilà. Et ça, c'est quand même une vraie. Pour moi, c'est un vrai succès, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de notre façon de vivre et de travailler en fait. On a une vie personnelle et professionnelle, sauf que elles sont complètement mélangées ces vies. C'est-à-dire que on peut pas se dire à partir de telle heure c'est ma vie personnelle. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà. Et je pense, si je peux ajouter quelque chose, je pense que ces périodes-là qu'on a vécues, ces 2 dernières années, on a vraiment vu le changement de mindset. C'est-à-dire que maintenant, on voit même dans la rue, dans nos quartiers, des papas à 4h30 qui vont chercher des enfants à l'école ou le matin qui vont accompagner les enfants à la crèche, à l'école. Et ça, avant le confinement, on le voyait pas. Donc il y a eu vraiment un changement total de la société et les gens ne sont pas revenus en arrière parce qu'on pris goût et ont vu l'importance que ça avait d'être présent pour la famille. Et je crois que ça c'est un vrai changement. Et puis ça s'est fait dans le monde. Enfin, nous on n'a pas d'antenne dans le monde, mais enfin on a des enquêtes qui le montrent. Et ça c'est une belle avancée. Et puis en France, il y a l'allongement du congé paternité. Donc voilà. Tout ça est très important. Et alors nous, chez les parents zen, vous pouvez voir sur notre site internet, on a créé un manifeste
Donc, place aux parents et on liste des choses qu'on recommande aux entreprises de faire. Et voilà, et des entreprises qui peuvent signer ce manifeste en ligne, que je vous invite à signer, s'engagent à en réaliser, enfin à en mener quelques-unes, voilà, pour être honnête vis-à-vis de leurs collaborateurs. D'accord, super. Bah, ça me fait, voilà, c'est parfait, Marine, parce que ça me fait ma transition pour la dernière question de ce webinaire que je vais poser à toutes les trois. Justement, s'il y a une chose à retenir pour prendre en compte la parentalité en entreprise, et justement, ça sera sûrement une idée qui est inscrite dans ce manifeste, s'il y a une seule chose qu'on devrait transmettre à nos participants là aujourd'hui et à ceux qui regarderont le replay de ce webinaire, qu'est-ce que ce serait? L'élément magique, le petit élément magique pour prendre en compte la parentalité en entreprise. Je vous laisse prendre la parole. On va peut-être demander à Françoise, vu que tout à l'heure, au moment où on lui a donné la parole, elle s'en allait. On le retente. Oui, je dirais. Alors, il y a plein de choses, hein, mais si je devais souligner quelque chose, je pense que ce qui est très important, c'est la prise en compte en fait des besoins des employés, parce que tout vient d'eux en fait. L'employeur, lui, il fait juste que traduire avec des solutions ce que les employés, ce dont les employés ont besoin en fait. Et on peut pas se contenter de dire que on touche 80% ou 90% des parents. Il faut être à 100% en fait, parce que ceux qui restent, voilà, c'est finalement les plus, voilà, on peut pas les laisser de côté. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça vient d'eux et lorsque ça vient d'eux, on s'aperçoit qu'en fait, on peut faire plein de choses, en fait, plein de solutions qui vont pas nécessiter des coûts gigantesques. Mais pour moi, c'est voilà, c'est ce que je dirais, c'est ça. Merci Françoise. Et moi, pour dire sur ce que dit Françoise, justement, je crois qu'un des ingrédients clés voilà, pour bien prendre en compte la parentalité en entreprise, c'est d'essayer de considérer cette question-là vraiment au sens large, pour oublier personne, donc en étant le plus inclusif possible, en considérant l'ensemble des situations familiales. Donc, ça veut dire autant les enfants que les parents d'ados, que les aidants familiaux, que les familles monoparentales, les familles homoparentales aussi. Il y a aussi toutes les familles qui vont s'occuper d'un proche qui a un handicap au foyer, mais aussi, par exemple, celles qui vont se lancer dans un processus d'adoption ou encore de PMA. Donc voilà, il y a plein de besoins spécifiques à aller chercher, à prendre en compte, à prendre en considération pour vraiment bien adapter sa politique de parentalité en entreprise. Et vous disiez, chez les parents zen, c'est ce que font nos conseillers, c'est qu'en amont, avant de proposer une recommandation, il y a un vrai audit interne qui est réalisé. Et c'est comme ça qu'on connaît vraiment la typologie des salariés et qu'on propose des choses qui vont coller aux besoins de tous les parents, en tout cas d'un maximum de collaborateurs. Ouais, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir le profil de ses collaborateurs. C'est vrai qu'on ne mettra pas en place une entreprise si on a beaucoup de 25-35 ans, donc potentiellement des jeunes parents, ou des 45 ans et plus, donc potentiellement des parents d'ados ou des aidants familiaux. Ce que j'entends pour conclure ce webinaire, c'est que vraiment le conseil, c'est d'écouter, en fait, d'être à l'écoute des collaborateurs et d'apporter des solutions qui leur conviennent. Ça paraît simple, mais au final, peut-être pas si facile pour tous. Voilà, de les sonder. Et voilà. Du coup, avec le label Family Friendly Company, on arrive vraiment à avoir des bons retours qualitatifs et objectifs des parents. Et ça, voilà, ça a beaucoup de prix. Super. Je vous remercie pour ces échanges. C'est passé très, très, très vite. C'est incroyable. Et je vois que le temps file. Donc, je vous remercie toutes les trois pour ces échanges. On va passer à la partie questions. Parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'animations dans ce chat. On a des participants très actifs et je suis ravie que le sujet ait suscité autant d'intérêt. Donc, je vais demander à Laïla, qui est ici pour modérer notre webinaire, de nous transmettre les questions qui ont été posées par les participants. Et puis, Géraldine, Marine et Françoise se feront un plaisir d'y répondre. Oui, effectivement, on a reçu pas mal de questions. Alors, je vais vous lire la première qui nous vient de Florence.
Y a-t-il des mesures spécifiques que l'on peut proposer aux parents avec des enfants neuroatypiques, TSA, DUS, etc., ou plus généralement en situation de handicap? Leïla, si tu peux parler un tout petit peu plus fort pour qu'on entende bien, j'ai le son qui est peut-être un peu léger, mais j'espère que Françoise, Géraldine et Marine ont bien entendu. Oui, on a bien entendu. Alors, nous, en crèche, en tout cas, on a des partenaires, des gestionnaires de crèche qui ont des collaborateurs qui sont particulièrement formés sur l'accueil d'enfants avec handicap. Donc, ils sont répertoriés chez nous. Donc, on va pouvoir, nos conseillères familles vont pouvoir conseiller les parents pour leur trouver la meilleure crèche. Et puis, pour des parents qui ont des enfants plus grands, eh bien, on est entouré aussi de psychologues, de personnes spécialisées et qui traitent notamment ces sujets de handicap. Et puis, je compléterai en disant également que dans les entreprises, souvent, ces questions-là se posent et sont prises en compte. Donc, souvent, les entreprises, elles savent aussi, ou alors, en échangeant avec leur pairs, elles peuvent apporter des solutions quand cette problématique se pose auprès de leurs salariés qui sont concernés. Ça peut être, encore une fois, sur différents leviers. On peut agir sur la politique de congé dans ces cas-là. On peut agir aussi sur l'organisation du travail et la flexibilité. On peut agir sur les services aussi qui vont être proposés à ces personnes, à ces salariés qui vont être concernés. Donc, voilà, il y a des leviers, il y a des choses possibles. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on a fait, nous, effectivement, avec les congés, la flexibilité et des partenaires, notamment avec des psychologues, l'accès à des spécialistes qui vont travailler avec nos collaborateurs, parce que nous, on n'a pas l'expertise, bien sûr. Oui, et le tout, c'est de leur faire gagner du temps parce qu'on peut s'épuiser à chercher des informations sur Internet et en fait, on trouve de tout et n'importe quoi. Et nous, ce qu'on a reçu comme retour de nos collaborateurs, c'est toute la partie administrative aussi qui est extrêmement compliquée, les dossiers à remplir, les formulaires, les cas, enfin voilà. Et donc, cette aide, nous, tierce, elle permet vraiment de faciliter en fait toutes ces démarches aussi. Merci. C'est la deuxième question parce qu'on a vraiment beaucoup. Une question de Morgane. Y a-t-il des mesures et des services qui peuvent être intéressants à mettre en place dans des petites entreprises, par exemple d'environ 15 salariés, ou est-ce que c'est réservé aux grosses entreprises? Il y a déjà eu des éléments de réponse. Oui, je pense qu'on a déjà pas mal répondu à cette question. Voilà. Je ne sais pas si Morgane, c'est bon pour vous. C'est peut-être une question qui avait été posée au fur et à mesure. Et puis une question de Marie. Comment arrive-t-on à convaincre de nouvelles entreprises de se lancer dans une démarche parentalité, notamment celles qui n'ont toujours rien lancé en 2022? Il faut les inviter au webinaire. Oui, en replay. Envoyer le replay. Je pense qu'il faut leur démontrer que ça marche, en fait. Pour moi, c'est essentiel. On ne fait pas juste ça pour faire bien. Et il y a un vrai retour sur investissement. Donc, si on prend juste les coûts de recrutement, il y a des études qui disent qu'il y a 8% de retour sur un investissement parce qu'on sait le prix pour recruter et puis pour fidéliser des collaborateurs. Donc, voilà. Oui, il y a des études qui démontrent ça. Enfin, nous, par rapport à l'allaitement, par exemple, la continuité, le soutien de l'allaitement dans l'entreprise, chaque dollar investi, c'est un retour, c'est $6 en retour sur investissement. Donc, voilà, rien, je trouve. Ouais. En général, pour convaincre des directions qui sont encore peut-être un petit peu hésitants, quand on montre les chiffres, ça fonctionne. Oui, les chiffres. On avait étudié ça. Enfin, l'association justement Ensemble pour l'éducation de la petite enfance avait participé avec le gouvernement. Avait été sollicité pour le rapport des 1000 premiers jours. Et c'est quelque chose qui était complètement ressorti de ce rapport-là. Avec tous les acteurs qui avaient été sollicités, cet engagement qui est désormais nécessaire de la part de tous les acteurs, y compris des entreprises. Ouais. Et je me permets du coup d'ajouter un petit quelque chose aussi. Je me dis que sur des entreprises assez importantes ou
sont voilà, plus de 15 employés. On peut faire des pilotes aussi. Je sais que les parents zen fonctionnent aussi comme ça, sur des pilotes, sur certains services, sur certains départements, dans certaines zones Filiales. géographiques. Voilà. Tout à fait. Toujours Marie qui nous demande comment fait-on pour que la parentalité ne concerne pas uniquement la maternité? Parce que quand même les actions en entreprise sont souvent tournées vers les femmes. On en a parlé aussi un petit peu, ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a appelé le label family friendly et pas juste parents ou maman. Enfin, voilà, c'est oui, absolument. Et on parle vraiment de parents. Et alors moi, je peux vous dire, pour étudier avec les entreprises qu'on labellise, là où elles en sont, leurs besoins, leurs volontés, beaucoup s'intéressent justement à la place du père. Nous, on les met d'ailleurs en relation avec quelqu'un de génial qu'on a sur ce sujet pour les accompagner. Et vraiment, on est sur ces questions-là. Enfin, c'est pas que la maman, c'est aussi la maman, c'est hyper important. Mais les papas aussi pleinement. Et il faut s'adresser absolument à tout le monde. Vous avez raison. Parce que sinon, on n'avance pas. Et puis, on est en train de parler de parité aussi. Donc, c'est carrément essentiel. Ouais. Et puis, les papas ont envie, ont vachement envie de prendre leur place aussi. Donc, c'est bon pour tout le monde. Je ressens d'ailleurs une vraie tendance à l'engagement des papas dans la parentalité. Pour avoir fait une semaine justement de la qualité de vie au travail avec des ateliers parentalité, on avait quand même des papas qui se connectaient aux ateliers. C'est plus tabou et maintenant je pense qu'il y a et les managers aussi l'assument parce qu'avant voilà, les managers ne l'assumaient pas, ne prenaient pas de temps par exemple à l'arrivée d'un enfant ou ne partaient pas plus tôt si un enfant était malade ou une nounou absente et maintenant ça se fait quoi dans une réunion, hop, le téléphone qui sonne, je suis désolée mais et je pense que c'est encore un effet aussi confinement. Le fait qu'on était un peu collés, serrés avec les enfants, en réunion visio, qu'on était dérangés et on n'y pouvait rien, parce qu'un enfant, ça ne peut pas s'empêcher, quand c'est un problème, de venir déranger, même s'il est grand, s'il comprend que son papa ou sa maman est en réunion. Donc ça a changé quand même le mindset. Ouais. Marie, toujours, qui te félicite, Françoise, pour ton engagement et qui te demande comment tu as fait pour convaincre Danone de consacrer autant de temps et d'argent au repas. J'ai pas eu besoin de convaincre en fait. Je pense que tout le monde était déjà convaincu. D'argent, j'en ai pas vraiment beaucoup. En fait, c'est la mobilisation des collaborateurs, c'est-à-dire que moi, je fais pas partie d'un service RH, par exemple, donc j'arrive à faire plein de choses pourtant. Donc pour moi, c'est plus en fait un peu un call to action en fait, c'est-à-dire voilà, on parle d'un sujet, j'en parle à une personne, une autre personne, puis rapidement on est 50, et puis ensemble on y va en fait. Et puis ensuite voilà, les RH ont plus la partie, on va dire comment le faire, quelle solution, parce que nous on a les besoins et après la RH traduit ça en solutions concrètes. À la fois légalement, contractuellement, etc., parce qu'on n'est pas des experts, mais il n'y a pas besoin de convaincre. Voilà, on vient même nous chercher maintenant, nous qui sommes très actifs sur ce sujet-là, et c'est partout dans le monde, vraiment. C'est interculturel, ce sujet. Ça peut, nous, on a des entreprises où c'est des collaborateurs qui portent le sujet, en fait. Ça vient pas forcément de la direction. C'est plus simple quand c'est comme ça, évidemment. Mais voilà, ça peut être impulsé aussi par les collaborateurs. Et il y a des groupes, nous, on voit chez nos clients, il y a des groupes de parents qui ont été créés et qui perdurent quand les parents ont des enfants qui grandissent et puis laissent le flambeau à quelqu'un d'autre. Et qui gère tout ça, et puis surtout c'est un groupe d'entraide, comme tu disais Françoise, où il peut y avoir des questions-réponses en toute simplicité. Et je pense que la clé... Oui, pardon. La clé aussi, quand il y a des problématiques de salariés aidants ou
ou d'handicapés dans une famille, c'est en effet d'avoir identifier des personnes à qui des collaborateurs peuvent s'adresser en toute confiance. Ça peut être un service social ou dans une plus petite entreprise, un dirigeant, un RH, enfin voilà, une personne de confiance qui va demander l'accord du salarié, voilà, de pouvoir échanger avec son management sur cette problématique pour pouvoir aider le salarié. Ouais, c'est tout l'intérêt d'avoir justement un management avec qui laisse la possibilité d'avoir des missions transverses sur les postes de travail. On entend pas mal parler de ce management à 80-20, on est 80 sur son poste de travail, il y a 20% qui permet d'aller travailler sur des missions transverses avec des collaborateurs d'autres services, à un niveau hiérarchique différent, etc. Je vois le temps filer, on va devoir s'arrêter là. Laïla, je ne sais pas si on avait d'autres questions auxquelles répondre. Mais... Il y en avait une dernière. La responsabilité de Bérangère, la responsabilité de la politique parentalité est-elle partagée entre le CSE et les RH et comment assurer une bonne interaction entre ces deux entités? CSE et les RH, c'est ça? Oui. Si je peux donner l'exemple, je pense qu'on voit de plus en plus dans les entreprises quand même des rôles autour de ces sujets spécifiquement, en fait. Donc, moi, je dirais que c'est pas important, en fait, d'où ça vient. Ce qui est important, c'est que ce soit su, en fait, et que chacun contribue. Je saurais même pas vous dire, nous, en fait, qui est le détenteur ou le honneur de la politique parentalité. Parce que voilà, moi, je suis pas RH et j'ai pourtant fait tout le déploiement. Une personne RH qui travaille au Reward était vraiment en charge, voilà, de faire remonter toutes les infos. La personne de l'inclusion, diversité, qui était vraiment là pour faire en sorte que on était bien dans la parité, etc. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas elle appartient à tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut pas. Il y a pas c'est une responsabilité collective, en fait. Oui, j'ai en tête un client Nicomatic, là, vers Annecy, et c'est une responsable commerciale, parce qu'elle est jeune maman, qui a justement monté ce groupe de parents. Et voilà. Et après, évidemment, ça a été fait avec un RH dans la boucle qui s'est associé pour que il y ait une bonne communication interne, parce que c'est une grande entreprise. Mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est le sujet de tout le monde, c'est ça. Je vous remercie. On va devoir clôturer le webinaire parce que voilà, ça fait 1 heure qu'on est là ensemble. C'est passé très, très rapidement. Merci. Pour tous ceux qui avaient des questions à poser à Marine, Françoise et Géraldine, vous pouvez les rejoindre via LinkedIn. Elles sont ouvertes à répondre à vos questions. Donc, je pense que Laïla vous a transmis le lien de leur profil LinkedIn. N'hésitez pas à les contacter en direct. Je me permets de vous donner vous donner un peu les prochains rendez-vous de l'annuaire QVT. Donc, on a un after-work en présentiel à Saclay le mardi 5 juillet sur la thématique Rester collectif en mode hybride. On a un webinaire d'un membre de l'annuaire QVT sur les 5 étapes pour impulser sens et impact au cœur de votre organisation qui aura lieu mercredi 6 juillet. Laïla vous met tous les liens d'inscription dans le chat et on a un dernier webinaire pour fêter les vacances sur l'hyperconnexion le vendredi 8 juillet. Donc, oui, c'est un bon sujet ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut ajouter un petit quelque chose, Sonia? Tout à fait, bien sûr. Ça serait pas mal. Les personnes là qui sont encore connectées, n'hésitez pas à liker. Enfin, Sonia mettra un post sur l'annuaire du QVT, et puis je pense que nous-mêmes on fera aussi des posts sur LinkedIn. Et si vous voulez que ça serve justement à d'autres entreprises, qu'il y ait des choses qui soient mises en place, vous pouvez les aider et nous aider en likant et puis en commentant, en repartageant. Et l'effet boule de neige, je pense, peut faire beaucoup. N'hésitez surtout pas, mais à laisser effectivement un petit commentaire pour nous dire aussi comment vous a paru ce webinaire. On sera ravis de prolonger les échanges avec vous et de le faire savoir au plus grand nombre. Merci à tout le monde. Merci Géraldine, Marine, Françoise et Laïla pour votre présence et votre temps. Excellente semaine. De qualité. Excellente semaine à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.